général de Gaulle, actuellement à Londres. J'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Pour l'armée de terre. Ouais. Bonjour Elisabeth. Merci. Le général est prévenu? Bonjour capitaine. Oui, il vous attend, suivez-moi. Entrez. Mon général, je vous présente le capitaine de Haute-Cloque qui vient d'arriver à Londres. Soyez bienvenus. J'ai besoin d'une transcription immédiatement. Tout de suite. Merci. Votre origine? Saint-Cyr et l'école de guerre, mon général. J'ai servi au Maroc et combattu avec le 2e groupement cuirassé. Dès que j'ai eu connaissance de votre appel, j'ai aussitôt entrepris ce qu'il fallait pour vous rejoindre. Le capitaine a risqué sa vie plusieurs fois en France, en Espagne et au Portugal pour arriver jusqu'à nous. J'ai pris un nom de guerre, mon général. Un nom que l'on trouve souvent dans ma Picardie natale. Désormais, je m'appelle Leclerc. Eh bien, Leclerc, la France libre a besoin de vous. Nous sommes déjà des milliers. Je reçois aussi des rapports qui disent que la désobéissance à Vichy s'organise. Nous aiderons tous ceux qui décideront de résister sur le sol français. Notre empire ne manque pas de ressources, mais il faut que l'Afrique équatoriale soit de notre côté. C'est cette mission, Leclerc, que je veux vous confier. J'imagine aisément, mon général, que dans bien des endroits, nos alliés britanniques chercheront à diminuer notre influence à leur profit. Ils ne seront pas les seuls. Vous verrez quand les Américains comprendront le parti qu'ils peuvent tirer des territoires d'une France vaincue. Je fais préparer les ordres de mission, mon général. Très bien, Courcelles. Et vous, mon général, vous comptez rester à Londres? Tôt ou tard, ma place sera à Alger. Mais en attendant, je dois m'assurer que tout ce qui se trouve à Dakar ne reste pas aux mains de Vichy. Je vais donc y aller moi-même. Il ne faut pas un autre Marcel Kubir. Mon général. On ordonne le repli. Mes respects, mon général. Le commandant d'Argentlieu est là? Oui, il vous attend. Sa blessure est stabilisée. Là, c'est bien, c'est bien. C'est bien, oui. Ils ne m'ont pas eu, mon général. Et ici, à Dakar, les Français, obéissant aux hommes de Vichy, à ceux-là même qui ont refusé de faire la guerre aux envahisseurs, ont tiré sur des Français libres, sur des frères. Si les Anglais avaient accepté votre plan d'entrée à Dakar par les terres, nous n'aurions pas perdu cette bataille. Mais ce n'est qu'une bataille.
Songez que le Cameroun et le Tchad se sont ralliés. Demain, le Gabon se ralliera. Leclerc gagnera. En attendant, vous avez des éclats de mitrailleuse dans la jambe. Et nous avons des combattants prisonniers des vichistes, là, de l'autre côté de la rade. Quelle tristesse ce soir. Et quel dégoût. Nous avons eu des victoires. Nous en connaîtrons d'autres. C'est un Breton qui vous le dit. Vous êtes de ce granit qui fait les hommes exceptionnels. À vous, je peux le dire. Quand les pêcheurs de l'île de Saint ont débarqué à Londres pour défendre la France libre, j'ai pensé à ma mère, que j'ai vue pour la dernière fois en Bretagne, où elle s'était réfugiée chez mon frère. C'était le 15 juin. Je ne savais pas alors que j'allais partir pour Londres 2 jours après. Ma mère est morte 1 mois plus tard. Et voilà que ces pêcheurs m'apportent une photographie de sa tombe fleurie. Et voyez, elle a su que je m'étais dressé pour la France. Et elle n'a dit qu'une chose. Mon fils a fait son devoir. Je prierai pour elle, comme je prie pour vous. J'oublie pas que vous êtes un religieux. C'est davantage au Père Louis de la Trinité qu'au commandant d'Argentlieu que je m'adresse. De toute votre foi, de tout votre cœur. Dites-moi si je dois vraiment continuer. C'est vous que Dieu a choisi pour donner à tous la force de l'espérance. Et c'est Dieu seul qui vous donne la vôtre. Voilà ce que vous dit le Père Louis de la Trinité. L'officier d'Argentlieu, lui, n'attend qu'une chose. Continuer à servir sa patrie. Et avoir l'honneur de le faire dès la prochaine fois. Quand le Gabon se ralliera au général de Gaulle. Ma chère petite femme chérie, comme tu l'as vu, l'affaire de Dakar s'est mal terminée pour la France libre, pour le moment. Tous les plâtras me tombent sur la tête. Combien j'ai pensé à toi, et pense toujours à toi et aux babies dans tous ces bombardements. Il faut prévoir de déménager pour un endroit plus tranquille. Que dit Philippe de la vie de marin? Et cette fille, Elisabeth, a-t-elle rejoint le collège du Sacré-Cœur? Et ce tout petit? Cher de Gaulle, je vous félicite pour vos combats et vos victoires en Afrique centrale. Après l'échec de Dakar, il vous a fallu beaucoup de courage. Et je compte utiliser vos troupes de Français libres pour nos combats dans le Sahara. Je sais que votre femme a déménagé seule avec vos filles loin des bombardements de Londres. Si elles se sont trop seules, Madame Churchill et moi l'attendons quand elle veut dans notre maison de Chartwell. Votre ami, Winston. Ma chère fille Elisabeth, combien il me peine d'être ici, en Afrique, et pas auprès de vous et de notre famille pour votre anniversaire. Toutes mes pensées vous rejoindront pour ce qui sera, quoi qu'il advienne, le beau jour de vos 17 ans. Embrassez pour moi votre maman et votre petite sœur. Et vous aussi, votre papa vous embrasse de tout son cœur. Mon cher garçon, te voilà maintenant sous-officier de marine. Je sais,
Tu attendais avec impatience de pouvoir te battre aux côtés des forces françaises libres. Tu es donc heureux. Mais quand te reverrai-je? De mon côté, j'ai quitté l'Afrique centrale pour le Proche-Orient. Mes rapports avec les Anglais sont devenus beaucoup plus difficiles récemment. Il me faudra donc rester à Beyrouth ou Damas encore plusieurs mois pour défendre la France libre contre Vichy et aussi contre nos alliés. C'est bien compliqué, mais je dois être ferme, d'autant qu'à Londres, certains, et parmi eux des Français, essayent de convaincre Churchill de me remplacer. N'ayant rien ou pas grand-chose, je ne puis rien céder. Ton pauvre père. Beyrouth, repassé par Gibraltar, et revenu ici à Londres. Et là, c'est la fin du voyage. Terminus. Voilà. Bravo, ma belle. Nous serons en Angleterre dans une demi-heure. Dire que nous en sommes partis il y a plus de 10 mois. Aussitôt arrivé, on vous conduira auprès des vôtres, mon général. Non, Churchill d'abord. Je suis résolu à taper sur la table. Pourquoi avoir changé d'attitude envers nous? Je ne suis pas sûr de devoir toujours vous considérer comme un ami. Et moi, je ne suis pas sûr de pouvoir affirmer que vous êtes toujours un allié. Mais c'est vous qui avez tenu, en Syrie et au Liban, des propos hostiles au gouvernement de Sa Majesté. C'est vous qui, en Syrie et au Liban, jouez un double jeu. Quel double jeu? Tout ménager Pétain. Pire, vous lui marquez de la considération lorsque son attitude devient chaque jour plus dégradante. Et en cela, vous vous faites le lieutenant de Roosevelt. Les Américains ne vous ont-ils pas dit qu'il valait mieux choisir Vichy et écarter De Gaulle? Le mois dernier, à Terre-Neuve, lorsque vous avez signé votre charte de l'Atlantique, n'était-il pas question de cela? Vous n'êtes pas la France à vous tout seul. Je suis la France libre, la France qui combat. Ah, it's because you're lost in your arrogance que la France libre rejette votre fanatisme. Et aux États-Unis, on pense que vous êtes un dictateur. Mais qui est un dictateur? Qui? Quand Pétain ordonne d'abattre toute résistance à son ordre nouveau, cet ordre nouveau qui regarde l'ennemi fusillé d'Essienne-d'Orve que j'avais envoyé en France en mission. Je vais vous dire, moi, ce qu'est l'ordre nouveau. C'est l'ordre des criminels de Vichy qui font assassiner les Français libres par les Allemands. Vous vous prenez encore pour la France? Mais si je ne suis pas la France libre, qu'est-ce que je fais en face de vous? Général de Gaulle, je vous aiderai avec toutes mes forces. Si vous ne me demandez pas l'impossible. Je ne demande l'impossible qu'à moi-même, à ma femme et à mes enfants, Monsieur le Premier ministre. Et croyez-moi, c'est bien suffisant. Mais si cela peut vous rassurer, sachez que mon intention est bien de rassembler les Français de Londres et ceux de la résistance intérieure sous la seule bannière de la France combattante. Votre intention? Venez. Venez! Quand elle voit ce qu'il y a dans cette pièce, ma femme me conseille de me consacrer uniquement à la politique. Mais vous avez tort de cacher ce talent à vos visiteurs.
N'ajoutons pas les prétentions à mes défauts. Ils sont assez nombreux comme cela. Ah, je crois reconnaître le jardin de votre maison de Chartwell. Je le peins sans cesse, car ils ne sont jamais pareils. C'est là que repose ma fille, Marigold. Elle n'avait que 3 ans. Chaque fois que j'ai envie d'arrêter, que le doute me ronge, ma femme me dit, pensez à elle. Je sais de quoi vous parlez. Monsieur le Premier ministre, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, il y a plus d'1 an, a fait entrer les États-Unis d'Amérique dans le conflit, lui donnant ainsi sa dimension mondiale. C'est ce qu'à plusieurs reprises j'avais annoncé, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, il s'agit d'autre chose. Le débarquement allié en Afrique du Nord a bénéficié du concours des Français libres. Ceux-là même qu'à la radio, j'avais appelés à rejoindre les forces britanniques et américaines. Une fois encore, ma loyauté a été ignorée, rejetée, méprisée. Le choix de Roosevelt est ce qui me peine le plus, le vôtre, de confier le destin de la France en Afrique du Nord au général Giraud, ne peut être ressenti que comme une nouvelle trahison. Giraud, plus encore que Darlan, n'a jamais obéi qu'à Pétain et ne se rangera jamais que derrière Vichy. C'est toujours à la même question que je n'obtiens pas de réponse. Pourquoi ménager le régime de Vichy? Quelle idée vous faites-vous du jour où la France sera libérée? Me voilà donc à nouveau seul, Monsieur le Premier ministre. Il faudra pourtant qu'on s'habitue à voir De Gaulle se dresser jusque dans sa solitude, dès lors qu'il s'agira de la plus grande de toutes les causes, la France. Mademoiselle ne vient pas dîner? Dès que Anne sera endormie. On s'est bien amusé ce soir. Notre toute petite est bien mieux dans cette maison. Je suis contente pour Elisabeth aussi. Oxford est tout ce qu'elle espérait. Elle parle maintenant si bien anglais. Elle dit même parfois chercher ses mots en français. Il ne manquerait plus que ça. Ça veut dire que les rapports avec Churchill ne s'améliorent pas. Finalement, celui qui a l'air de me comprendre le mieux est un Américain. Il faut dire aussi que c'est un soldat. Le général Eisenhower est quelqu'un sur qui on peut compter. Lady Churchill pense que son mari ne fait pas assez d'efforts. Oh, je n'en veux pas à Churchill. Quand il me met une gifle, je la lui rends. Ce vieil Anglais est un patriote, c'est tout ce qui compte. Il se bat pour son pays. Toi aussi, Charles. Et je ne suis plus seul. Qui l'aurait dit, il y a 3 ans, que nous avons débarqué comme des errants? Tu veux toujours que nous allions à Alger? C'est devenu une nécessité absolue, oui.
Eh bien, je veux que tu saches. Quoi que tu entreprennes, je serai là. Nous irons à Alger. J'ai fait part à votre gouvernement de mon intention de me rendre à Alger. La France se doit désormais d'être chez elle. À Alger, elle y est déjà. Je parle de la France combattante, pas du général Giraud, choisi par vous et par Roosevelt pour représenter la France en Afrique du Nord. Giraud ne représente que lui-même et la poignée d'hommes qui l'entourent, c'est-à-dire des vichistes, qui se croient tirés d'affaire parce que dans les papiers de Roosevelt. Mais vous savez que vous risquez votre vie si vous allez là-bas. Le danger existe. Mais songeons aussi que nous avons reconnu le général de Gaulle comme chef de la France libre, quand général Giraud n'était qu'un pion de Vichy, ce qu'il est toujours. Vous voyez de Gaulle, hein? Eden vous approuve. Et quand on a le soutien de Eden, Churchill peut retourner à sa peinture. Thank you. Et pourquoi craint-il Roosevelt? Il ne le craint pas, il l'admire. C'est pire. En attendant, Alger, c'est Vichy. Giraud emprisonne les gaullistes, les juifs sont persécutés, et Washington l'encourage. Mais je suis disposé à proposer à Giraud une association. C'est la bonne stratégie. Giraud est un grand soldat, mais comme politique, il ne vaut rien. Disons que la France-Afrique du Nord aura 2 chefs. C'est un moindre mal. Je m'emploierai à ce que le moindre mal ne dure pas. Churchill ne l'avouera jamais, mais il n'en espère pas moins de vous. Il est pris entre plusieurs feux, mais il facilitera votre installation à Alger. Et je fais le pari que vous entendrez sous peu crier « Vive de Gaulle ». Vous l'entendez déjà, pas seulement à Alger. Giraud et de Gaulle côte à côte. Vous voyez, monsieur Eden, en juin 40, je me suis assis sur la défaite. Alors aujourd'hui, je peux bien m'asseoir à côté. Pendant un temps seulement. Oh, thank you, Miss Simpson. I'll get these back to you as soon as I can. Jean Moulin, nous vous reconnaissons comme notre compagnon pour la libération de la France, dans l'honneur et par la victoire. Avant de partir pour Alger, j'ai tenu à vous réunir ici, dans cette maison de Londres où je vis avec ma famille et qui est un peu de la terre de France, pour vous dire ma confiance et mon amitié. Vous êtes aujourd'hui mon seul représentant en France pour constituer et diriger le Conseil national de la résistance. Et en cette occasion, je veux aussi vous remercier, vous, général de Lestrin, et vous, Passy, et vous, Biot, et aussi ceux qui aujourd'hui sont en France, Brossolette, et tant d'autres. Je n'ai jamais été qu'un modeste serviteur de mon pays, mon général. Mais nous tous ici aurons à jamais envers vous une dette. La plus noble pour un homme. Passant outre les souffrances, les conflits, les épreuves, les découragements et même les ambitions, vous nous avez rendu notre honneur. Merci, mon général. Mon bien cher Philippe,
1 an déjà que nous sommes à Alger. Nous nous habituons à cette nouvelle maison, surtout ta petite sœur, qui, malgré sa santé toujours fragile, paraît heureuse ici. Je sais que de ton côté, tu te prépares pour les grands événements qui conduiront à la libération de notre pays. Dire que nous l'avons quitté voici 4 ans. Cette espérance n'empêche hélas pas les mauvaises nouvelles. Ta cousine Geneviève, qui, comme tu le sais, a été arrêtée par la Gestapo française pour s'être engagée dans la résistance, a quitté la prison de Fresnes. Elle a été déportée dans un camp de prisonnières en Allemagne. Ce nouveau malheur qui frappe notre famille a beaucoup affecté ton père, déjà si atteint par l'assassinat de Jean Moulin. Comme je le craignais, cela lui a provoqué une forte crise de paludisme. Il y a heureusement des motifs d'espérer. Ici, depuis que Giraud s'est retiré, tous les Français soutiennent ton père. Et à Londres, le général Koenig tient fermement la barre de la France libre en attendant le retour du général de Gaulle, auquel Sir Winston n'a pas l'air pressé d'assister. Il n'en faut pas plus pour que ton père tourne comme un lion en cage. C'est vrai? Est-ce que je te coupe une grosse part? Montre. Général, un télégramme de Londres. Please, send my thanks to Mr. Eden. With a good note. Alors, Koenig? Churchill vous attend donc à Portsmouth, dans son train de campagne, tout près du QG d'Eisenhower. Ça commence mal. La lettre de M. Churchill était très aimable, mon général. Je sais ce que cachent ses sourires. Il me fait revenir d'Alger pour me mettre devant le fait accompli, qu'il appelle de grands événements militaires. Eh bien, il va voir. Yes. Let me know as soon as we have the weather forecast. Yes, Ah, Général de Gaulle, quel plaisir de vous revoir. Monsieur le Premier ministre. Monsieur Eden. Général de Gaulle, bienvenue. Général Koenig. Gentlemen, be seated. Après déjeuner, nous irons rendre visite au général Eisenhower, qui se fera une joie de vous expliquer comment se déroulera l'opération du débarquement sur la côte de Normandie, là. Nous pensions lancer l'affaire ce matin, mais le temps était trop mauvais. Je me félicite de cette nouvelle, dont j'aurais aimé être informé avant cette date, d'autant qu'un débarquement en Normandie a été étudié par le général Billotte il y a 2 ans, et que nous vous en avions transmis la proposition, ainsi qu'aux Américains, sans résultat. Mais puisque nous y sommes, la France tiendra son rang aux côtés des Alliés. Bien sûr. Il sera indispensable que vous rencontriez le président Roosevelt pour parler de la suite. Quelle suite? Avec nos alliés américains, nous pouvons proposer une nouvelle organisation pour la France.
Si ce que vous appelez une nouvelle organisation consiste à livrer la France aux mains des anglo-saxons qui en feront leur territoire, sachez que le Comité français de libération nationale se dresse d'ores et déjà devant vous. Général de Gaulle, vous ne pouvez reprocher au président Roosevelt de s'inquiéter au sujet du futur gouvernement de la France. Eh bien, dites à Roosevelt que le futur gouvernement de la France sera français. Du Comité de libération nationale est né hier le gouvernement provisoire de la République française. Si le président des États-Unis a pensé, ne serait-ce qu'une seconde, que la France libérée pourrait tomber sous administration américaine et qu'il pourrait la dépecer à sa guise, eh bien qu'on lui dise qu'il a rêvé. C'est vous qui rêvez, et sans nous, vous n'en avez pas le moyen. Croyez-vous que je sois dupe de ce que Washington et Londres envisagent depuis longtemps? On n'a jamais cherché qu'à nous écarter. Que visez-vous? Que la France devienne votre terrain de jeu? Avec les hommes de Vichy, plus ou moins repentis, qui percevront les recettes pour votre compte? Car je sais cela aussi. Les Américains ont dans leur poche une nouvelle monnaie française qu'ils ont fabriquée. Eh bien non, monsieur le Premier ministre, la France n'est pas à vendre. Vous avez accueilli De Gaulle parce qu'il a dit non à la défaite. Et aujourd'hui, c'est à vous et à Roosevelt que De Gaulle dit non. Moi, ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le Grand Large, ce sera toujours le Grand Large. Chaque fois qu'il me faudra choisir entre vous et Roosevelt, je choisirai Roosevelt. Messieurs. Bagger up your bum! Bagger! Winston, for God's sake. Je suis heureux que tu aies pu venir. Je tenais à passer cette soirée avec toi. Alors tu as choisi les fusiliers? Oui, c'est là que les marins seront le plus utiles lorsqu'il faudra libérer le pays. Libérer le pays. Papa, j'ai l'impression que vous ne me dites pas tout ce que vous savez. Le débarquement est prévu sur les côtes normandes. Dès qu'il sera enclenché, tout le monde va y aller de son discours à la radio. Eisenhower s'adressera aux Français pour leur dire que les Américains prennent les choses en main. Dans ces conditions, je ne prendrai pas la parole. Ça aurait l'air d'une soumission. Depuis 4 ans, je me bats pour que la France demeure souveraine. Tu me vois aller faire le beau devant Roosevelt. Quand est-ce que ça aura lieu, papa? Quand Churchill a voulu me forcer à manger dans la main des Américains, j'ai dit qu'il fallait bien qu'ils comprennent que la France, la vraie, était présente parmi les Alliés, et en grand nombre. Et quand il me citait Roosevelt, ce qui voulait dire Giraud, Végon, Darlon, je lui répondais Leclerc, Juin, Delestrin, Larminat, Billotte, Passy. Et ceux qui ont donné leur vie, Moulin, Brossolette, Scamarone et Bingen, il y a quelques jours. La résistance. Et alors, ce soir, bien sûr, je pense aussi aux nôtres, à ta mère et à tes sœurs qui sont restées à Alger, et à ceux de notre famille
que cette guerre éprouve encore plus. Mon cousin Charles Caillot a été dans les premiers tués. Et ta cousine, Geneviève, qui est aux mains des nazis. Depuis quelques jours, je pense à celui qui m'a dit « Vous aurez de grands devoirs à remplir. » Georges Mandel. Celui qui ne rend pas la place, peut-être tant laïque qu'il voudra, il n'en sera pas moins un petit cousin de Jeanne d'Arc. Et celui qui rend la place ne sera jamais qu'un salaud. Charles Péguy. Charles Péguy, oui. Ça aurait pu être de Clémenceau, même avec Jeanne d'Arc. Et vous avez raison. C'est drôle que vous me parliez de Clémenceau. J'ai pas cessé de penser à lui tout l'après-midi. Le tigre. Je me souviens de ce qu'il grognait à la fin de la guerre. Si vous croyez que pour en arriver là, j'ai dû combattre que les Allemands. Mais dans mon propre pays, j'ai dû lutter contre les traîtres, les défaitistes et les imbéciles. Ça fait beaucoup de monde. Ce cher Clémenceau. Comment oublier les années passées auprès de cet homme, de ce si grand homme. Vous êtes de cette trempe, de Gaulle. Est-ce que je le reverrai? Ça y est. Nous sommes le 6 juin 1944. Le débarquement commence. Voilà. C'est notre raison d'être depuis 4 ans qui arrive. Après tout ce qui s'est passé. Mon cher garçon. Général, je vous donne ma parole d'honneur que vous pouvez vous adresser aux Français en toute liberté. Les autres pays se sont exprimés, il n'y aura que vous dans le studio. Très bien, Eden. Dans ces conditions, j'interviendrai à la radio. Ah, Général. Le Prime Minister m'a demandé de vous transmettre ses regrets de s'être emporté. Il pense qu'entre hommes d'État, c'est inévitable. Homme d'État, vous féliciterez de ma part le Premier ministre pour sa clairvoyance. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe de l'Ouest, fut arrêtée naguère la marée de l'oppression allemande. Voici qu'il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France est debout pour y prendre part. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur.
Les années passent, mais l'histoire est là. Aujourd'hui, sa lumière est sur nous. Je veux que Sir Winston Churchill sache ceci, que la cérémonie d'aujourd'hui signifie que la France sait ce qu'elle lui doit. Celui qui vient d'avoir l'honneur de le décorer l'estime et l'admire plus que jamais. Et je souhaite que le peuple britannique et le peuple français mesurent en cette occasion que rien ne vaut davantage que les grandes choses qu'ils ont faites ensemble et la volonté de rester des amis. Vive Churchill, vive la République, vive la France! Je suis particulièrement heureux que ce soit mon vieux compagnon et ami, le général de Gaulle, qui me fasse aujourd'hui cet honneur. Je me souviens lui avoir dit lors de jours sombres de 1940, « Voici le connétable de France. C'est un titre qu'il a bien mérité depuis. »